Voilà, c'est parti. Sophie, je ne sais pas si tu as la main sur les admissions des personnes. Je veux bien que tu t'en occupes. Comme ça m'évite de jongler entre la présentation et l'admission. Super. Oui, j'en profite pour vous dire bonjour aussi. Donc, Sophie Croquette du PETR, je crois qu'il y a Marie-Alice, peut-être aussi des collègues de la métropole qui sont sur le PAT. On est ravis que vous soyez aussi nombreux à participer à cette formation parce que les achats durables, pour nous, c'est vraiment une des formations sur lesquelles on veut insister fortement parce que c'est justement le lien entre ce qu'on fait en amont de la filière avec la structuration de la production, les plateformes, la montée en qualité, HVE, bio, SICO, etc. Et puis l'aval. Et donc, c'est très important pour nous qu'on puisse configurer avec vous des marchés publics qui permettent justement à cette production de pouvoir être dégustée dans les cantines. Et puis, on sait que vous n'êtes pas forcément aidés dans cette voie parce que le local, c'est parfois difficile de les intégrer dans les marchés publics. Et aujourd'hui, on va voir qu'il y a beaucoup de clés et de possibilités pour le faire. Voilà, en tout cas, c'est très important pour nous qu'on puisse travailler ensemble sur ce sujet. On vous remercie de votre présence. Effectivement, je vois qu'il y a pas mal de gens qui arrivent, donc je les intègre et je te passe la parole, disons. Très bien, merci. Et j'oubliais aussi de préciser que si vous avez des questions au fur et à mesure de l'intervention, n'hésitez pas à les poser dans l'espace de messagerie. On les relaiera à l'oral ensuite pour que les intervenants puissent y répondre. Et on aura aussi des sessions où vous pourrez échanger librement. Donc sur le programme, je reviens rapidement. Donc Sophie a expliqué les attentes de cette matinée. Donc c'est vraiment que vous puissiez comprendre les attentes réglementaires en termes d'achat durable, notamment via la loi Egalim, et que vous connaissiez les leviers à activer dans vos marchés publics pour avoir un approvisionnement de qualité et également pouvoir accéder à des produits plus locaux. Le critère local ne peut pas être considéré dans les marchés publics. En revanche, il existe pas mal de petites astuces pour pouvoir faire en sorte que des producteurs locaux puissent répondre. Donc, on va voir ça. Et on va s'attarder assez longuement sur l'importance de la préparation du marché, ce qu'on appelle l'étape de sourcing ou de sourçage. Alors, je veux bien que vous coupiez vos micros, par contre. d'armes anti-aériennes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui écoute la radio. Je ne sais pas qui c'est. Pas au point de pouvoir faire voler, par exemple, ces hélicoptères. Sophie, je pense qu'on est en mesure normalement de couper tous les micros. Et d'autorité, tu peux couper les micros. Je regarde ça justement. Ok. J'avais réussi à le faire la dernière fois, mais là, je ne vois pas. Je me mets trop de jours. Je ne sais pas si c'est pas sur. Je regarde ça, vas-y. Très bien, merci. Donc, on aura la DRAF en présence de Karine Pascal-Suisse qui nous expliquera les attendus de la loi Egalim et climat et résilience en termes d'achat. On aura une présentation des bases réglementaires des marchés publics et de comment construire sa stratégie d'achat. Grâce à la participation de Anne-Guylaine Périllon, directrice de l'EPARCA, qui est l'établissement qui prépare les repas, donc 3000 repas jour pour les établissements scolaires et municipaux de la ville d'Arles, qui travaille de longue date sur ces sujets-là, donc qui nous apportera un regard très éclairé là-dessus, d'autant plus qu'elle fait partie du groupe de travail de l'Agores sur la thématique des achats. Voilà, donc un précieux retour d'expérience. Et enfin, on aura un retour d'expérience du chef cuisinier de la commune de Pépin, Monsieur Fernandez, que j'ai vu connecté. Donc bonjour à vous, et qui fera un retour sur l'expérience du groupement d'achat que 6 ou 7 communes de l'ancien pays d'Aubagne ont réussi à mettre en œuvre pendant de longues années, qui n'existent plus aujourd'hui, mais donc il nous expliquera comment ça a fonctionné et les facteurs de réussite et ce qui a fait que ça s'est finalement arrêté il y a quelques années. Voilà, et donc vous pourrez évidemment poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Alors, très rapidement, sur le projet alimentaire territorial des Bouches-du-Rhône, notre territoire, c'est celui de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui concentre 92% des habitants de notre territoire, donc un gros bassin de population avec 92 communes, et le PETR du Pays d'Arles, donc plutôt au nord-ouest, qui regroupe
8% des habitants, mais 60% de la surface agricole utile. Donc, c'est vraiment le grenier, disons, de notre département, avec de nombreuses productions représentées. Et le Pays d'Arles, c'est donc 3 communautés d'agglomération qui travaillent ensemble à une échelle commune au niveau du pôle d'équilibre territorial et rural. Et notamment, l'alimentation et l'agriculture sont un sujet qu'elles portent en commun via le PETR. Donc, rappelez que notre territoire est très diversifié en matière de production agricole. On a un peu tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut manger en local. Donc, c'est vraiment une belle opportunité. Et beaucoup de signes officiels de qualité, donc les SICO, AOP, IGP, AOC. Donc, c'est intéressant aussi dans le cadre de la loi Egalim. Et également 36% de surface en agriculture biologique ou en conversion. Donc, notre département est au 4e rang national, ce qui fait que c'est aussi une belle opportunité pour la loi Egalim. Notre projet alimentaire territorial est né en 2018 et en fait, il y a eu toute une phase de préfiguration, de questionnement des acteurs, etc., qui a abouti à l'élaboration d'un programme d'action en 2020 autour de 5 grands axes de travail. Donc, la commercialisation et la valorisation des productions de notre territoire, notamment via le soutien des labels de qualité. Donc, à titre d'exemple, le projet alimentaire territorial soutient l'association Entre Alpi, Crau et Camargue qui regroupe 6 cycles de qualité plutôt du côté du Pays d'Arles. On travaille également sur les filières durables, notamment en soutenant les agriculteurs à passer en HVE, en haute valeur environnementale, qui est également un label qui est comptabilisé dans la loi Egalim. Il y a aussi une partie du travail sur l'accessibilité sociale. Donc, à titre d'exemple, la distribution de paniers solidaires durant le confinement de 2020. On travaille également sur le foncier et l'aménagement, donc pour essayer d'encourager les communes à notamment installer des agriculteurs sur leurs terrains communaux. Et enfin, le volet restauration hors domicile durable donc, qui nous réunit aujourd'hui. Donc, on travaille à accompagner la restauration collective et très particulièrement, plus spécifiquement, la restauration collective scolaire autour des enjeux d'approvisionnement locaux, durables, de qualité, le travail sur les recettes, la limitation du plastique également, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la sensibilisation des convives. On a pu mettre en place un accompagnement bien spécifique sur ce projet-là grâce au financement de France Relance qui a permis de créer un poste, donc mon poste, en tant qu'animatrice restauration durable à 100% sur ce sujet durant 3 ans. Donc, pour l'ensemble du PAT, donc je partage mon temps entre le territoire de la métropole et le territoire du Pays d'Arles. Et aussi l'embauche d'une AMO, donc d'un bureau d'études qui nous accompagne sur la mise en place de notre feuille de route restauration hors domicile. Donc, le programme du webinaire, je l'ai déjà donné. Voilà. Sur la mission restauration hors domicile durable, donc vous connaissez cet accompagnement-là, mais je le répète très rapidement. On travaille sur 3 volets. Donc, un accompagnement collectif via l'animation du réseau des cantines durables qui permet l'organisation de journées de formation, des webinaires, donc comme aujourd'hui, des journées de visite et le passage d'informations réglementaires, de présentation des nouveautés et des dates à retenir à l'agenda dans une newsletter que je publie chaque mois. Si vous ne la recevez pas et que vous souhaitez la recevoir, n'hésitez pas à mettre votre nom et votre commune et votre mail dans l'espace de messagerie, je vous ajouterai. Ensuite, on accompagne des projets collectifs et innovants à l'échelle de petits territoires ou sur des thématiques spécifiques. Donc, on travaille notamment à l'échelle de la ville d'Arles à une commande groupée de denrées de qualité sur des produits très locaux avec les collèges, les lycées et les PARCA, donc les établissements scolaires. Là, on va passer une commande test dans le courant du mois de mars sur 4 produits sélectionnés et ils ont été testés dans les cuisines par les chefs pour voir un petit peu comment ça se passait en cuisson, en restauration collective.
On va également vous solliciter prochainement, je pense au courant du mois d'avril, pour recenser vos besoins en termes de matériel pour la préparation des légumes et des fruits bruts, donc du matériel de transformation, mais aussi de cuisson, pour pouvoir accéder à des produits locaux et bruts. Et l'idée, c'est de voir un peu le matériel dont vous auriez besoin pour voir si on fait peut-être une commande groupée ou si on répond à une demande de subvention collective pour que vous puissiez accéder à du matériel. Parce qu'évidemment, quand on veut acheter, par exemple, un four dans sa cantine, un four basse température, quand on est seul, c'est difficile de trouver une aide financière qui acceptera de subventionner ce type de matériel. Que si on groupe la demande, on pourra potentiellement accéder à des aides intéressantes. Voilà, et enfin, on accompagne les communes individuellement via l'appel à projet Nos cantines durables que vous avez, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, que vous avez reçu au mois de décembre. Donc, il y a eu une première vague d'appels à projet qui s'est clôturée fin février. Donc, on a une dizaine de communes pour l'instant qui ont répondu, qu'on va accompagner sur des thématiques des besoins en rédaction marché public, de travail sur le gaspillage alimentaire, de mise en place de plans de communication auprès des convives, à titre d'exemple. Donc, on va pouvoir les accompagner là-dessus, donc avec moi et le bureau d'études. Et sachez que si vous avez envie de répondre à cet appel à projet et que vous n'avez pas pu le faire en février, on va faire paraître un nouvel appel à projet en avril. Vous aurez jusqu'à fin juin pour répondre et on démarrera l'accompagnement à la rentrée scolaire 2022-2023, donc en septembre. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Le programme d'animation, donc là, c'était juste pour vous montrer un peu l'ensemble des formations qu'on proposait. Et j'ai détaillé ici les prochaines dates à retenir. Le 16 mars, on se retrouve en présentiel à Miramas autour d'un projet d'une formation d'une journée sur construire un projet global de restauration collective et mobiliser ses équipes. Donc, il y aura beaucoup de retours d'expérience, notamment des communes de Miramas et de Saint-Rémy-de-Provence, et beaucoup de présentations de contenu sur comment mettre en œuvre, sur quel levier agir en fait pour mettre en place une restauration collective plus durable. Et il y aura également des ateliers de travail pour que vous appliquiez ça vraiment à votre contexte à vous, et aussi travailler sur la mobilisation de ces élus, de ces agents à tous les échelons pour que ce soit une réussite. Voilà, le 27 avril, on se retrouvera à Velot pour une journée de rencontre entre les fournisseurs locaux et les acheteurs de la restauration collective. Donc, on aura une dizaine de fournisseurs, donc plutôt des groupements de producteurs qui viendront vous présenter leur offre locale. Et donc, il y aura tout type de produits représentés. On aura également en mai 2 cycles de formation de 1 journée et demie autour des cuisines alternatives, notamment autour de la diversification des sources de protéines, avec 2 formateurs du mouvement des cuisines nourricières, donc qui ont vraiment une approche très intéressante de la cuisine en restauration collective. Ce sera limité à 12 places, donc je vais essayer à chaque session. Donc, je vais faire passer l'invitation assez rapidement. Et si vous êtes intéressé, il ne faudra pas tarder à s'inscrire. Ce sera vraiment une formation de qualité. Et enfin, le 15 juin, une journée sur la transformation des légumes, donc avec visite de l'atelier de découpe de Fos-sur-Mer, donc l'atelier Amélie Provence, qui s'approvisionne en local et qui fait de la découpe de légumes en 4e gamme pour la restauration collective notamment. Et l'après-midi, on visitera un outil une légumerie, mais à l'intérieur d'une cantine. Et enfin, le 22 juin, on reproduira notre journée sur la filière viande locale qu'on a faite au mois de février, avec visite des abattoirs de Tarascon, suivi de la visite d'un élevage l'après-midi pour vraiment bien comprendre le contexte de la viande locale. Voilà pour les informations. Je pense que j'ai tout dit. Et donc, je vais laisser la parole à notre première intervenante, Karine Pascal-Suisse de la DRAF, qui va vous expliquer précisément les attendus en termes d'achat durable autour de la loi Egalim et climat et résilience. Ton micro est coupé, Karine. Voilà, c'est mieux avec le micro. Merci Lison, puis bonjour à toutes et à tous. Donc, je travaille à la DRAF PACA au pôle alimentation, et donc et je suis plus particulièrement en charge de la restauration collective. Donc, je vais partager mon écran. Hop.
On voit. C'est bon? Oui. Alors, attends, est-ce que vous voyez bien ou ça va comme ça? Oui, c'est très bien. Parfait. C'est très bien? Ok, bah super. Donc, voilà, l'objectif, là, c'est de vous présenter un peu les approvisionnements. Donc, ce qui concerne les approvisionnements dans la loi Egalim, qui a été complétée en août 2021 par la loi Climat et Résilience. Donc, alors, très, très rapidement, en fait, voilà, le pôle alimentation fait partie du service régional de l'alimentation, qui a toute une partie contrôle sur les produits végétaux et qui suit également les produits, qui coordonne la sécurité sanitaire des aliments autour des directions départementales de la protection des populations, donc les ex-DSV hein, que vous connaissez, qui viennent inspecter les plans de maîtrise sanitaire, notamment des cuisines en restauration collective. Voilà. Et puis la DRAF elle a d'autres rôles, mais que je ne développerai pas. Alors, en ce qui concerne la loi Egalim, donc la loi Egalim, elle a à peu près une dizaine d'années et elle a deux volets en fait. Elle a un premier volet qui correspond à la juste rémunération des producteurs tout au long de la chaîne alimentaire. Donc ça, on en a entendu parler récemment puisqu'il y a eu les périodes de négociation entre les producteurs, les transformateurs et puis la distribution. Donc ça, c'est le premier volet de la loi. Et celui qui nous intéresse, c'est le deuxième volet, en fait, qui travaille sur, sur le fait d'avoir une alimentation saine, de qualité et durable et accessible à tous. Et là, le levier d'intervention qui a été choisi, c'est la restauration collective, hein, puisqu'on part du principe que ça permet de faire évoluer l'éducation à l'alimentation. Et ce, je dirais presque à tous les âges, puisque vous avez la restauration collective scolaire, mais également la restauration collective au niveau du travail, voire des seniors. Une restauration collective sur lequel on travaille de plus en plus, de plus en plus. On travaille beaucoup au niveau de la DRAF PACA. En ce qui concerne donc la restauration collective, il y a des objectifs ambitieux quand même qui ont été fixés. Et c'est vrai que petit à petit, on voit que ces objectifs sont intégrés dans les réflexions, hein, notamment la restauration scolaire, puisque les collectivités dont dépend la restauration scolaire, que ce soit la région, que ce soit les départements pour les collèges ou les municipalités pour les écoles primaires, on voit que quand même il y a une évolution, il y a une évolution, il y a un dynamisme sur le travail autour de cette restauration de qualité et durable qui est vraiment mis en œuvre. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'on a fait une étude en 2021 sur l'année 2020 et qui conforte le dynamisme que l'on constate sur la restauration collective scolaire. Donc, au niveau des mesures de la loi, en fait, ça concerne tous les restaurants collectifs qui sont gérés par des personnes de droit public, mais également les restaurants collectifs gérés par des personnes morales de droit privé, mais qui sont en charge d'une mission de service public. Voilà, donc là, vous avez la liste des restaurants collectifs qui sont concernés. Et en 2024, la restauration collective privée sera concernée également par la loi Egalim. Alors, les 5 mesures phares, je pense que vous commencez à les connaître. Donc, la première, on va en parler, c'est l'approvisionnement en produits durables et de qualité. On va détailler un petit peu plus quels sont ces produits. La deuxième mesure, c'est la transparence, c'est l'information des convives. Et la troisième mesure, c'est la diversification des sources de protéines. Et ça, c'est vrai qu'on voit que justement, au niveau de la restauration collective scolaire, de gros efforts ont été faits. Alors, je dis bien évidemment, c'est la diversification des sources de protéines contribue à augmenter la part de protéines végétales en restauration collective d'une manière générale et l'introduction du menu végétarien. Donc, ça ne veut pas dire bien évidemment ne plus avoir de protéines animales. Pardon. Ça veut bien dire évidemment ne plus avoir de protéines animales. C'est pas ça du tout l'enjeu. Hein.
L'enjeu, c'est d'avoir des protéines animales de meilleure qualité et avec une meilleure rémunération des éleveurs. La quatrième mesure, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'obligation de don, mais ça concerne uniquement les restaurants collectifs de plus de 3000 couverts jour. Donc, voilà, je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre vous soient concernés. Et puis, le travail sur la substitution des plastiques, que ce soit en salle ou que ce soit en cuisine. Donc, ce qui nous intéresse plus particulièrement, en fait, c'est l'approvisionnement sur les produits durables et de qualité. Donc, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, c'est 50% de produits durables et de qualité, dont 20% issus de l'agriculture biologique. Donc, ça, c'est une sous-catégorie de ces produits durables et de qualité. Et au 1er janvier 2024, il y aura une obligation avec 60% de produits durables et de qualité pour les viandes et les poissons. Donc, on en discutera parce que c'est effectivement, comment dire, ça risque effectivement d'interpeller puisque il y a des questions se posent sur la structuration des filières et notamment en PACA sur l'approvisionnement en produits durables et de qualité locaux. C'est vrai que ça peut poser question. Et surtout que le 1er janvier 2024, ça va arriver très vite. Donc, je rappelle que la comptabilisation des pourcentages se font en valeur d'achat hors taxe. Alors, ça, c'est important. C'est important, notamment parce qu'on a souvent des questions de plus en plus. On a des potagers pédagogiques qui se montent au niveau des écoles primaires. Et on nous interroge en fait sur est-ce qu'on peut prendre en compte ces produits dans les produits dits Egalim entre guillemets. Alors non, parce que tout simple. Alors ça dépend en fait. C'est une réponse de Normand. Donc ça dépend parce que si ces produits sont donnés, ils ne peuvent pas être comptabilisés, d'accord, puisqu'ils ne rentrent pas, il n'y a pas de valeur d'achat. En revanche, les possibilités, c'est d'avoir de création de services à comptabilité distincte pour avoir une vente même au sein, voilà, entre un potager et puis une cantine. Mais ça, on pourra en reparler si ce sujet vous intéresse. Alors, en ce qui concerne ces produits donc durables et de qualité, donc la première catégorie, ce sont les produits qui sont sous signe d'identification de la qualité et de l'origine. Donc, ce sont ce qu'on appelle les SICO. Donc, vous avez les AOP et les AOC. En fait, AOP et AOC garantissent un savoir-faire en fait, sur un territoire. Ça, c'est la définition de l'AOP et de l'AOC. C'est-à-dire qu'il y a association entre le savoir-faire et le territoire. Ensuite, vous avez les IGP, les indications géographiques protégées, qui garantissent une origine géographique, uniquement cette origine géographique. Et puis, vous avez donc les spécialités traditionnelles garanties qui garantissent une manière de faire. Donc, sachant qu'il y a très, très peu de produits qui sont concernés par la spécialité traditionnelle garantie. Je crois qu'il y a les moules de Bouchot. Et puis il y a des bières. C'est beaucoup de bières qui sont concernées, les bières d'abbaye, etc., qui sont concernées par cette appellation. Donc, un peu plus compliqué à prendre en compte en restauration collective. Et puis, la catégorie label rouge, en fait, ça, c'est des groupements de producteurs qui s'associent pour déposer un cahier des charges auprès de l'Institut national des appellations d'origine, l'INAO, qui est une structure d'État qui garantit, qui suit ces labels. Et donc, l'INAO, en fait, enregistre un cahier des charges porté par ces producteurs qui garantit que le produit est de qualité supérieure par rapport à la même catégorie de produits. Par exemple, un jambon label rouge, un jambon cuit label rouge sera de qualité supérieure, donc encadrement du taux de nitrite, diminution du nombre du nombre de conservateurs, etc. Voilà. Donc, vous avez ces définitions en ce qui concerne les signes d'identification de la qualité et de l'origine. Donc,
Ça, ce sont des signes qui sont gérés par l'INAO et qui paraissent au journal officiel. D'accord? Donc, c'est encadré, hein, c'est vraiment encadré par l'État. Même si les certifications sont faites par des organismes privés, mais c'est uniquement la certification. Après, les cahiers des charges sont gérés par l'État. Donc, dans ces signes d'identification de la qualité et de l'origine, il y a également l'agriculture biologique qui garantit un type de production, en fait, en limitant notamment l'utilisation de produits phytosanitaires, qui garantit un certain travail manuel au niveau du sol. Voilà, donc il y a des implications environnementales au niveau de l'agriculture biologique. Donc ça, ce sont les signes d'identification de la qualité et de l'origine, les SIQO. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie qui s'appelle les produits ces produits sont issus d'une autre certification environnementale qui est toujours gérée par l'État. Et donc, vous avez dans cette certification environnementale, vous avez 3 niveaux de certification. Et le troisième, donc, vous avez certification environnementale de niveau 2, donc qui prouve que les producteurs se sont engagés dans une démarche de certification et engagés aussi dans une démarche de limitation des impacts environnementaux de leur production. Et jusqu'au 31 décembre 2026, en fait, on accepte des produits qui seront en certification environnementale de niveau 2. Toujours dans cette certification environnementale, quand vous passez au niveau 3, en fait, c'est ce que l'on appelle les produits à haute valeur environnementale. Donc, ces produits dits HVE, en fait, font partie des produits qui sont tout à fait éligibles, en produits dits EGalim, et vous avez de plus en plus de producteurs qui vont vers cette haute valeur environnementale sans s'engager forcément par le bio. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à droite, c'est le symbole rond avec le papillon, le soleil et les sillons voilà, qui sont en marron. Vous les voyez? Oui, OK. Donc, voilà pour la certification environnementale. Après, vous avez les produits fermiers. Alors, les produits fermiers, on commence à compliquer un petit peu les choses. Donc, pour l'instant, vous avez uniquement les volailles, les œufs de poule, et vous avez fromage et fromage blanc. Donc, parce qu'il y a une définition légale de ces produits fermiers. En revanche, les yaourts ne font pas partie, je le précise, parce que c'est souvent la question qui est posée. Pour l'instant, il n'y a pas de définition légale d'un yaourt fermier. Donc, les yaourts ne font pas partie de ces produits fermiers. Même s'il y a écrit produit à la ferme, hein, les yaourts n'en font pas partie. Alors, bien évidemment que la législation risque d'évoluer parce qu'on a de plus en plus de questions et que, voilà, donc la différence entre un fromage et un yaourt, c'est que le fromage, il y a un égouttage, le yaourt, il n'y a pas d'égouttage, d'accord? Donc, voilà, les yaourts n'en font pas partie, mais il y a, sincèrement, aucune raison, à part cette question administrative de définition légale. Les autres types de produits bénéficiant pouvant faire partie de la loi EGalim, c'est ceux qui bénéficient de l'écolabel pêche durable. Donc, alors là, ça garantit en fait des systèmes de pêche plus respectueux de l'environnement, mais là, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, il y a très peu de sites qui produisent qui ont des poissons, qui pêchent des poissons avec cet écolabel. Il n'y a que 3 sites en France sur la côte atlantique. Donc, ça devient compliqué. Ensuite, vous avez les produits qui bénéficient du logo région ultra-périphérique, donc RUP, qui concernent les DROMCOM essentiellement, plus les îles Canaries, je crois, et puis, je ne sais plus, mais essentiellement les DROMCOM. Donc là, ça concerne les fruits. Ça ne concerne que des fruits, c'est les bananes, les ananas, etc., qui proviennent des DROMCOM, qui font partie des produits EGalim. Alors, la catégorie qui a été rajoutée suite à la loi climat et résilience, ce sont les produits issus du commerce équitable. Alors, ces produits issus du commerce équitable, l'État est en train de travailler dessus, puisqu'en fait, on a pour l'instant,
des labels, je dirais, privés. Et pour l'instant, ceux que l'on connaît le plus, je dirais, ce sont ceux qui font des échanges nord-sud. Max Havelaar, Fairtrade, etc. Vous savez, c'est les deux, le yin et le yang, là. Donc voilà, ce sont surtout des produits qui sont, des labels qui sont marqués sur des produits qui sont sur des échanges nord-sud. Donc, ce que j'appelle, donc, ce sera essentiellement le café, le chocolat, ce type de produits. En revanche, commencent à apparaître des labels, alors des labels dits Nord-Nord, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont échangés au sein de l'hémisphère Nord. Et notamment, vous avez des labels d'origine France. Donc, il y a Agri-Équitable France et puis Bio-Équitable qui commencent à monter en puissance. Et on a notamment, je sais que dans le 05, c'est l'échange paysan qui est en train de se monter en coopérative et essayer justement de voir s'ils correspondent aux critères du commerce équitable pour pouvoir bénéficier de ce commerce équitable. Donc, en fait, ce commerce équitable, c'est une juste rémunération des producteurs, c'est aussi, aussi une prise en compte des conditions de production, un engagement aussi pluriannuel entre producteurs et acheteurs. Voilà, donc il y a des versements aussi qui sont refaits sur des projets collectifs. Donc, il y a il y a 5-6 critères qui font qu'un produit peut prétendre au label commerce équitable. Alors ensuite, il reste les deux dernières catégories qui sont des critères de sélection quand vous faites un marché public, quand vous passez un marché public. Donc, le premier critère, c'est des produits qui vont être sélectionnés sur des coûts imputés aux externalités environnementales. Donc, là, vous faites, en fait, ce critère ne peut être appliqué que dans le cadre d'un marché public puisque vous allez comparer des produits entre eux et vous allez donc comparer, en fait, des produits en mettant sur ces produits les coûts qui sont, qui correspondent à leur impact environnemental. C'est-à-dire que si vous avez un produit qui vient, je ne sais pas moi, entre l'agneau de Nouvelle-Zélande qui fait tout le tour de la Terre avec un impact environnemental important, il faudra le comparer effectivement à l'agneau de Sisteron. Et dans le coût de cet agneau de Nouvelle-Zélande, il faudra prendre en compte le coût de son impact environnemental. Voilà, donc ça, c'est un critère de sélection au niveau des marchés publics. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, vous avez des produits qui sont acquis sur la base de leur performance en matière environnementale et d'approvisionnement direct. Donc, là, c'est en cours d'analyse technico-juridique parce que donc, le législateur a mis notamment ces performances en matière environnementale dans les critères de choix d'un produit sur un marché public et le fait de s'approvisionner en direct. Sauf que, qu'est-ce que veut dire un approvisionnement direct? On n'a pas de définition légale. Est-ce que les circuits courts alors, circuit court, c'est pareil, pas de définition légale. On a une définition d'usage qui dit un intermédiaire, mais c'est une définition d'usage. Donc, il faut absolument que ce soit tranché au niveau technico-juridique pour qu'on sache exactement quels sont les produits qui correspondent à ces approvisionnements directs. Et à ce jour, ça n'a toujours pas été fait. Donc, je reviens sur le fait que les produits locaux et de proximité ne répondent pas à des produits Egalim. C'est-à-dire que ce seul critère local ne répond pas. En revanche, bien évidemment, qu'il est préférable d'avoir tous les produits Egalim dont je viens de parler. Si vous pouvez les trouver en local, bien évidemment, pour reprendre bio et local, c'est idéal. Il y avait une campagne de pub sur ce thème-là. Mais c'est vrai que voilà, c'est bien évidemment, en général, les collectivités préfèrent reterritorialiser l'alimentation. C'était d'ailleurs un des enjeux de la loi Egalim et privilégier les produits locaux. Alors, il y a juste une petite, je voudrais faire un petit point
sur en fait l'enquête que l'on avait faite donc sur les chiffres 2020. Donc les objectifs en 2022, donc au 1er janvier 2022, vous voyez, vous avez le trait vert qui correspond aux 20% de produits bio et en haut, vous avez un trait bleu qui correspond aux 50% de produits de qualité et durables. Donc on voit au niveau régional, en ce qui concerne la restauration scolaire, on a quand même les 20% de produits bio en moyenne sur l'échantillon des cantines interrogées. Ces 20% de produits bio sont atteints. En revanche, on est à 24% pour les produits dits Egalim. Alors pour nous, dans notre analyse, il y a deux raisons de ce fait que les 20% de produits bio soient atteints. La première raison, c'est qu'il y a une dynamique vraiment qui s'est emparée au niveau dont les collectivités se sont emparées. On voit le travail de Lison sur le PAT. Donc, il y a une cohérence et il y a une communauté d'intérêt, en fait, et ce qui fait qu'il y a une plus grande aussi exigence des parents, une plus grande exigence sociétale sur la qualité des produits, et ce qui fait que les collectivités s'en sont emparées et qu'il y a un attrait aussi par rapport au travail de ces produits, puisqu'on travaille un peu plus de produits bruts aussi en cuisine. Donc là, il y a vraiment une dynamique, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les produits bio sont facilement identifiables. C'est un label que tout le monde connaît et qui est très facilement identifiable. Donc, il est plus facile de dire, je sais que j'ai des produits bio. Sur les autres labels, on a vu que la loi n'avait pas simplifié les choses. Donc, ensuite, vous avez les autres secteurs que l'on avait interrogés, donc l'université qui n'est pas trop mal. Et puis, là, on a les restaurants d'État. On voit que c'est toujours pareil, nul n'est prophète en son pays. Donc, très peu de… Voilà, on est très, très loin de la loi, des objectifs Egalim. Et donc, aussi les milieux hospitaliers, médico-sociaux et sociaux, qui sont très loin des atteintes des objectifs Egalim. Alors, en ce qui concerne ces milieux, alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de polémiques suite à l'affaire Orpea. Il y a des gens qui travaillent très, très bien, je tiens quand même à le dire, dans les partenaires que l'on va visiter, il y a des gens qui travaillent très, très bien et qui ont comme souci pour leurs convives d'avoir un projet autour de l'alimentation. Mais c'est vrai quand même que depuis 2 ans, ils ont été bien malmenés avec la Covid et que c'est vrai, voilà, il y avait peut-être d'autres soucis que la loi Egalim. Et là, on sent aussi, comme il y a 10 ans, je dirais, dans la restauration collective scolaire, on sent qu'il y a une volonté d'évoluer sur l'alimentation. Donc, le deuxième point que je voulais évoquer concernant la loi Egalim, on a cherché à faire des corrélations, en fait, entre le coût denrée et la part de produits Egalim. Donc, en fait, on a vu qu'on n'a pas réussi à faire statistiquement une droite de corrélation. En revanche, là, de manière… on a fait un graphique, en fait, on a fait des groupes. Donc, on a 4 groupes de coûts denrées, 1,6 €, 2 €, 2,5 € et 4,1 €. Et en fonction de ces coûts denrées, on a regardé les pourcentages d'achat en produits dits Egalim. Et on s'aperçoit qu'on est à 10% pour des gens qui ont un faible coût denrées et on est à 10% pour des restaurants collectifs qui ont un coût denrées beaucoup plus élevé. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on entend souvent que, effectivement, et on le sait, c'est-à-dire que si les pratiques ne sont pas changées par ailleurs et que et qu'on change son approvisionnement pour répondre à la loi Egalim, c'est plus de 30% en plus de coûts denrées. En revanche, il existe des leviers et ces leviers peuvent être activés pour travailler sur ces coûts denrées et avoir une vision globale. Donc, un des premiers leviers, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Clairement, il y a énormément de gaspillage, et de moins en moins, et justement, la restauration collective scolaire a beaucoup travaillé sur ces sujets, a fait des campagnes de pesée pour réduire. Il y a une évolution par rapport au GMRCN
Maintenant, je pense que ça commence à être compris que ce sont des recommandations et qu'il n'y a pas d'obligation et qu'il peut y avoir d'autres manières de procéder pour essayer de limiter le gaspillage, que ce soit en production, par exemple en travaillant au juste besoin, en travaillant sur ses appros, ne pas surcommander pour ne pas jeter à la production, et puis aussi à la consommation, avoir des portions peut-être un peu plus petites, quitte à redonner à la demande. Hein. De toute façon, des trucs, vous en avez tous trouvé. Quand il y a des chaînes, c'est mettre le pain plutôt en fin de chaîne qu'en début de chaîne. Enfin voilà, il y a des solutions qui ont commencé vraiment à être utilisées au quotidien pour diminuer ce gaspillage alimentaire. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu cette expérimentation de menus végétariens. Et donc, dans le secteur scolaire, on a quand même 86% des personnes, des répondants qui proposaient au moins un menu végétarien par semaine. Alors, je rappelle qu'un menu végétarien, c'est un menu avec des protéines végétales, mais il peut y avoir des œufs, du lait, du fromage, des produits laitiers. D'accord? Donc, on est bien d'accord sur ce menu végétarien. Donc, suite à cette enquête, voilà, les objets, en fait, les retours que l'on a eus des répondants, les pistes qui ont été évoquées, c'est travailler sur le sourcing, travailler avec ses fournisseurs sur des petites quantités. Il peut y avoir du gré à gré quand un certain volume de denrées n'est pas atteint. Travailler sur des produits bruts et de saison. Et puis, donc, les deux volets dont je viens de parler. Alors, je ne parlerai pas des autres mesures. Je ne sais pas, Lison, c'était pas le… Hein? Oui, non, c'est ça l'idée. C'est vraiment sur les achats, donc on va se concentrer là-dessus, mais on abordera tous les leviers à envisager au service d'achat de meilleure qualité la semaine prochaine à la formation à Miramas. D'accord. Donc, juste pour vous dire que en fait, notre enquête régionale correspond à ce qui a été fait au niveau national. On est même plutôt un peu meilleur en ce qui concerne la restauration collective scolaire. Hein, on est plutôt au-dessus du lot. Voilà. Et donc, effectivement, on a vu qu'il y avait des freins. Dans les freins qui ont été recensés au niveau national, c'est le manque de connaissances par rapport à la loi Egalim. Elle n'est pas facile. Hein. Je veux dire, il faut une certaine maturation sur cette loi, les contraintes budgétaires qui sont parfois fortes, et puis il y a aussi un besoin de structuration des filières, parce que c'est vrai, on en avait discuté avec Lison, gros problème, s'approvisionner en agneaux de Sisteron, c'est un gros problème, parce que les bouchers vendent des agneaux entiers, et ils ne veulent pas vendre uniquement du ragoût d'agneau. Voilà, donc c'est vrai que le gigot, c'est un peu plus difficile à passer en restauration collective scolaire. Donc, suite à ces remarques, on travaille au niveau de la DRAF avec le service en charge des industries alimentaires, et on a pris contact avec l'INAO donc pour voir pour prendre contact avec les regroupements de producteurs et voir avec eux comment on peut faire évoluer ces systèmes de vente. Alors, le dernier point que je veux évoquer avec vous, c'est la plateforme. Hein, je reviens sur la plateforme Ma Cantine qui a été mise en place. Cette plateforme gouvernementale, c'est ma-cantine.gouv.fr. Elle vous permet d'avoir un bouquet de ressources dans lequel vous aurez tous les éléments dont je viens de parler. Et surtout, elle vous permet de comprendre, en fait, donc c'est les mesures de la loi, et de vous accompagner avec des outils, notamment pour répertorier les produits Egalim. Elle vous permet également de communiquer en faisant des petites étiquettes et de favoriser la transparence. Et surtout, le plus important, elle va vous permettre de collecter les données. C'est-à-dire qu'en 2023, on aura eu 1 an d'Egalim, puisqu'elle est à mettre en place au 1er janvier 2022. Donc, en 2023, je ne peux pas vous dire quand, mais ce sera sûrement au premier trimestre, on fera une collecte des données qui auront été faites. Donc, si vous travaillez sur Ma Cantine, on récupérera directement les données. Si vous ne travaillez pas sur Ma Cantine, c'est vrai que là, ce sera encore des enquêtes à remplir. Voilà. Donc, le gros avantage de Ma Cantine, ça vous permet de faire… Alors, je voudrais vous montrer…
Voilà. Ça vous permet en fait d'avoir ces petites étiquettes et surtout ce qui est très très important, c'est de publier, voilà, de publier votre état des lieux. Donc concernant les 5 mesures, il faut publier cet état des lieux tout simplement parce qu'il faut bien comprendre, on est sur une politique qui est incitative, donc il n'y a pas de contrôle prévu, on est bien d'accord. Les seuls contrôles qui peuvent être faits, ce sont des contrôles organisés par la CCRF, la répression des fraudes. Si vous annoncez qu'un produit est bio ou label rouge, ils vont venir vérifier qu'effectivement ce produit est bien bio et label rouge à partir de vos factures, comme le fait la répression des fraudes au niveau des restaurants, la restauration commerciale, de manière très très courante. Voilà, donc il n'y aura pas de contrôle sur les pourcentages. On est vraiment sur cette mesure incitative et c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment à publier, puisqu'on est dans une démarche d'amélioration continue. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez 4% de produits bio, et puis parce que ça s'incrémente à chaque fois, et au cours de l'année, on peut voir évoluer les produits bio, et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une affichette que vous pouvez aussi afficher sur le restaurant, à l'entrée du restaurant. Voilà, donc ça peut être ou publié sur une lettre aux parents, enfin voilà, donc ça peut être utilisé en termes de communication, et ça peut être intéressant, en plus de l'aspect remontée de données. Voilà, donc je m'arrêterai là pour cette présentation. Donc, voilà, si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions sur notamment les produits qui rentrent dans la loi Egalim, des précisions? N'hésitez pas à allumer votre micro si vous avez une question. Non, oui. Alors, moi, j'ai une question, ce serait, est-ce que la viande de Est-ce boucherie… que vous pouvez juste vous dire pardon, qui vous êtes? Alors, bonjour, je suis Philippe Rossi, cantine scolaire de Robion. Très bien, bonjour. Voilà, donc, je me sers dans une boucherie locale. Donc, ça reste de la boucherie, de la viande de bonne qualité, mais il n'y a pas de label sur toutes les viandes. Est-ce qu'elle rentre dans la loi Egalim ou pas? Non. C'est-à-dire que toutes les viandes qui ont un label, oui. Mais celles qui n'ont pas de label, non. Alors, voilà. Mais c'est ce que je vous ai dit, on est en attente comment dire, au niveau technico-juridique sur l'approvisionnement direct. Parce que est-ce que s'approvisionner chez un boucher, c'est de l'approvisionnement direct? Vous savez, c'est le genre de choses qu'on ne sait pas encore. Donc ça, de toute façon, bien évidemment, dès qu'on a l'information, je le transmettrai à Lison qui vous le transmettra, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Donc pour l'instant, les produits qui n'ont pas de label ne font pas partie de la loi Egalim. D'accord. Bon, ça concerne aussi, par exemple, là, on a un port du Ventoux élevé en plein air, qui n'est pas encore ni label rouge ou quoi que ce soit, et il ne rentre pas non plus dans cette qualification. Non. Bon, malheureusement. Ben oui, malheureusement, je suis d'accord avec vous, parce que pour élever en plein air, voilà quoi. Enfin, oui, ouais. On est loin des élevages bretons. Oui, je n'ai rien contre les Bretons. Hein. Non, moi non plus, mais parce qu'il y a certains labels rouges qui sont de moins bonne qualité. Quoi. Et oui, je suis entièrement d'accord. Bon. Il y a une question. Très bien, merci. Merci beaucoup. Pardon, merci. Il y a une question dans le chat sur le label MSC Pêche Durable. Je te laisse répondre, Karine. Oui, donc sur le label MSC, c'est vrai que MSC fait comment dire, un lobbying intense pour que ces produits soient reconnus en tant que produits Egalim. Pour l'instant, ils ne sont pas reconnus produits Egalim en tant que tels. Donc, en fait, ils ne peuvent être reconnus Egalim uniquement. Alors, c'est vous, si vous passez un marché public, donc en tant qu'adjudicateur, c'est vous qui décidez si MSC est un produit qui correspond, qui a les mêmes imputations environnementales que les produits labellisés pêche durable. Donc ça, c'est à vous de comparer les produits et de voir ceux qui ont les mêmes imputations environnementales que le label officiel qui est pêche durable. Donc il faut comparer. Alors MSC propose une méthode. Voilà, je pense, Lison, tu avais diffusé, je crois. Oui, une note que j'ai mis là-dedans, mais que dans la newsletter ou je ne sais plus celle du mois dernier ou celle-ci que j'ai envoyée hier, mais je mettrai dans le compte-rendu de la réunion la note d'information à ce sujet-là sur MSC, qui peut rentrer par équivalence. Donc, il faut prouver l'équivalence avec le label pêche durable.
et aussi également le label Bleu Blanc Cœur qui propose une méthode, mais c'est beaucoup plus compliqué que pour justifier pour MSC Pêche Durable. MSC, c'est un petit peu, parce que c'est vrai qu'MSC, on est plutôt sur l'équivalence. Donc, Ouais. voilà, ça peut éventuellement être fait, mais c'est à vous de le faire, en fait. C'est à vous, acheteurs, à le faire. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que, voilà, c'est à vous de le faire. Ouais, Donc, ça ne rentre pas automatiquement dans la liste. dans les Il produits, suffit voilà. que vous mettiez en place des critères de sélection et une comparaison des offres qui Ouais. permettent de montrer l'équivalence. Et on a une question je ne sais pas qui. Si vous pouvez nous dire qui vous êtes, la personne qui a posé la question sur viande bovine française et viande porcine française, est-ce que ça rentre dans la loi Egalim? Non, ça ne rentre pas dedans. Non, ça ne rentre pas dans la loi Egalim. Merci, Mairie de Roussillon. Oui, j'ai une question aussi. Bonjour, je suis Valérie, je suis à la cantine de Seignon, cuisinière à la cantine de Seignon. Voilà, on a une cinquantaine d'enfants par jour. Du coup, sur les enfants, j'ai des parents qui sont éleveurs d'agneaux et de porcs. Donc, voilà, j'aimerais savoir si je peux me fournir directement chez… voilà, si ça rentre dans la loi Egalim, le fait de se servir directement chez l'éleveur qui fait abattre, bien sûr, sa viande dans les abattoirs je crois, de Digne. Oui, d'accord. Alors, malheureusement, je vous dis, tant qu'on n'a pas cette, cette évaluation voilà, sur les approvisionnements directs, pour l'instant, ces produits ne rentrent pas dans la loi Egalim, sauf s'ils ont un label. Hein, parce que c'est pareil, s'ils ont un label bio ou autre, effectivement, ou une IGP, mais là, sur peut-être autour de Digne, c'est peut-être possible, ça. Enfin, je ne sais pas. Il faut voir. Vraiment sur Seignon, Pays d'Acte, quoi. Pas… Non. Donc, s'ils n'ont pas de label, ils ne peuvent pas rentrer dans les produits Egalim. Oui. Alors, ceci dit, pour l'instant, il y a quand même 50% autres que les produits Egalim, parce que moi, après, c'est votre choix hein, en tant qu'acheteur, mais c'est plutôt quand même valorisant d'avoir voilà, des produits issus des élevages aux alentours. Donc, ça peut rentrer dans les 50% autres que ce qui est les 50% Egalim. Et dès qu'on a l'information sur l'approvisionnement direct, on vous la transmet. Ok, merci. Oui, et sur la viande, même sur l'ensemble des productions, ce qu'on peut vous encourager à faire quand en plus vous travaillez en direct avec des producteurs, c'est de les inviter à passer le label à haute valeur environnementale, enfin la certification environnementale de niveau 1, puis 2, puis la haute valeur environnementale, parce qu'en fait, finalement, quand ce sont des éleveurs ou des agriculteurs qui travaillent sans trop d'intrants en plein air, etc., c'est pas une labellisation qui est compliquée à obtenir. Et généralement, les chambres d'agriculture accompagnent beaucoup les agriculteurs là-dessus. Donc, je vous invite à vous rapprocher peut-être de l'éleveur pour lui demander si ça lui l'intéresse. Et c'est une bonne façon. C'est moins compliqué à mettre en œuvre que le bio. Oui, tout à fait. Merci, Lison. Tout à fait. Tu as raison. Et effectivement, les chambres d'agriculture accompagnent beaucoup là-dessus. Et c'est un label qu'on peut obtenir assez rapidement. Il n'y a pas les 3 ans de conversion, etc. Voilà. Bonjour, Frédéric, Cuisine Centrale de Fontvieille. J'aurais voulu savoir si vous connaissiez le prix justement pour faire passer ces agriculteurs en HVE. Parce que moi, j'en ai rencontré cette semaine et ils ne savent pas la lourdeur des choses, le prix, est-ce que ça va leur coûter beaucoup d'argent? Alors, ça dépend de la taille de l'exploitation. Marie-Alice, je ne sais pas si tu as des informations à ce sujet-là. Je sais que ça représente quelque chose comme plusieurs centaines d'euros par an, mais ce n'est pas peut-être 300 ou 400 euros par an, non? Ça dépend de la taille de l'exploitation. D'accord. Ouais, parce que j'ai eu cette question. Je n'ai pas d'informations. Moi, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais c'est une bonne question. Je vais vous renseigner. Parce qu'ils sont, voilà, si on leur dit un prix, après peut-être ça peut les faire passer un peu plus rapidement. Oui. Et alors, ils sont sur Fontvieille, les éleveurs là, dont vous parlez? Fontvieille, Mossane, tout ça, ouais, tout autour. Envoyez-les nous. D'accord, d'accord. Ouais. Pas de souci. Ok, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation de Karine?
Voilà, bon, en conclusion, c'est pas simple et il y a encore plein de choses qui vont évoluer, notamment sur la vente directe. Si on a des avancées dans les textes, ça pourra faire pas mal changer la donne, mais on vous en informera dès que ce sera mis. Alors, quelqu'un répond, pardon, le coût de la certification bio dépend du type de production. Oui, tout à fait, ouais. Mais là, on parlait de la haute valeur environnementale, mais c'est un peu le même fonctionnement. En fait, le coût de la certif dépend du nombre d'hectares, du nombre d'animaux, et voilà. Mais c'est pas très cher, mais effectivement, ça dépend du type d'exploitation que c'est. Mais je pense que par rapport à la valeur ajoutée du produit, ensuite, ça peut être intéressant. Oui. Voilà. Alors, puis le problème du coup de la certification bio, c'est surtout, enfin, c'est pas un problème, hein, mais c'est les 3 ans de conversion. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui prend un petit peu plus, qui prend du temps. Alors après, on peut vendre les produits, alors je ne sais plus si c'est au bout d'1 an ou 2 ans de conversion, hein, voilà, mais c'est vrai que ça prend du temps et en changeant sa méthode de travail et en ne bénéficiant pas du prix du bio, c'est vrai que ça peut poser question aux agriculteurs. En revanche, sur l'HVE, on y vient beaucoup plus rapidement avec une efficacité. Et effectivement, ça permet de rentrer dans les produits Egalim. Et voilà, c'est vrai que pour les agriculteurs, c'est un petit peu plus, comment dire, facile, rapide. Le retour sur investissement. Voilà, le retour sur investissement est plus rapide et parfois aussi ça les emmène vers le bio puisque voilà, ça peut être une première étape pour aller ensuite vers le bio. On a une main levée des collègues d'Aix-en-Provence. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Stéphanie Rennes, donc cuisine centrale d'Aix-en-Provence. Je voulais justement poser une question concernant le commerce équitable, les produits commerce équitable. Je pensais qu'on était juste encouragés à justement s'approvisionner en produits PAT ou commerce équitable. Je ne savais pas que ça faisait partie d'un critère Egalim, à moins que j'ai loupé quelque chose, mais c'est vraiment écrit dans les textes que c'est un critère Egalim. Oui, c'est vraiment écrit dans les textes. C'est vraiment écrit dans les textes. En fait, c'est la loi climat et résilience qui a introduit ce critère en août 2021. Donc, c'est peut-être, voilà, vous aviez eu des présentations avant août 2021. Et effectivement, on n'en parlait pas, mais ça fait partie des critères qui ont été introduits par cette loi l'année dernière. Donc, voilà. Et puis, vous m'avez posé une autre question. Il y avait équitable et pour les produits issus des pâtes. Alors, les produits issus des pâtes, il n'y a pas de label pâtes. Il n'y a pas de label PAT, projets alimentaires territoriaux, clairement. Donc, en fait, et nous, on a interrogé au niveau national parce qu'on dit, bon, ce n'est pas très, très clair quand même comme mesure. Et on encourage à faire la promotion des PAT ce qui nous a été répondu, c'est de faire la promotion des PAT locaux sur lequel, donc ici, le PAT, le projet alimentaire territorial 13, pour valoriser le travail qui est fait, surtout là avec une animatrice restauration durable. Je pense que ça, voilà, il y a tout intérêt à faire la promotion de ce travail du projet alimentaire territorial autour de l'alimentation durable. Mais il n'y a pas de label PAT. Voilà, donc vous ne pouvez pas acheter un produit avec un label PAT, ça n'existe pas. Mais ça ne peut pas du tout être valorisé dans la loi Egalim, mais ça ne le sera a priori pas, parce que c'est trop. Ouais. Oui, puis alors c'est le PAT local, c'est le PAT du voisin ou de l'autre bout de la France, suivant dans l'endroit d'où provient le produit. Enfin, c'était pas gérable en fait. Donc par contre, oui, faire la promotion et c'est ce on en avait discuté aussi avec Lison, peut-être faire des petites plaquettes de promotion du PAT qui pourraient être facilement affichables dans les restaurants, voilà, dans les restaurants scolaires ou dans les lettres d'information aux parents, enfin à voir sous quelle forme ça peut se faire. Il faudra qu'on réfléchisse à ça. Merci. Alors, il y a une question. Donc, Madame Markovitch, je réponds oui. La présentation, alors, elle n'est pas. La présentation de Karine n'est pas disponible sur la plateforme Ma Cantine. En revanche, on vous l'enverra. Elle sera disponible juste après la formation. On l'enverra à tous les participantes et les participants. Et oui, donc. Je dis ce qui est écrit dans le chat parce que tout n'a pas forcément. Au niveau de la certification bio, donc Monsieur Tribolet nous dit que ça coûte 700 € pour la certification, pour la transformation de jus. Mais je sais que le coût quand on est transformateur en bio, ça coûte presque, c'est plus coûteux que la production. En fait, généralement, ça coûte moins cher d'être producteur de pommes, indépendamment du nombre d'hectares, que transformateur.
parce qu'à chaque fois, il faut certifier, enfin, c'est certifié à chaque étape. Et donc, Madame Faure nous indique que c'est au bout d'1 an que les produits vendus en restauration collective sont considérés comme bio, donc au bout d'1 an de conversion en bio. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, peut-être une dernière question? Écoutez, non, c'est bon. Et on va passer à la présentation donc, de Anne-Guylaine Périllon, directrice de l'EPARCA à Arles. Si tu veux prendre la main sur la présentation. Et je coupe la